Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Réintégration ou non d'Ousmane Sonko sur le fichier électoral. Le juge du tribunal d'instance de Dakar va rendre sa décision le 14 décembre prochain. Le tribunal d'instance hors classe a examiné ce matin en audience spéciale la requête aux fins d'annulation d'une mesure de radiation des listes électorales de Ousmane Sonko et l'affaire a été mise en délibéré. Également, dans ce journal, la réaction d'Aly Ngouille Ndiaye accusé d'être impliqué dans une affaire d'exploitation de diamants au Sénégal. L'ancien ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Industrie du Sénégal rejette toutes les accusations et annonce avoir déposé une plainte pour diffamation contre Maître Moussa Diop qui est en train justement d'être entendu sur cette affaire par la sûreté urbaine. À Kayar, le bras de fer entre l'usine Barna et les populations se poursuivent. Les habitants regroupés au sein d'un collectif ne veulent plus de l'usine de production de farine de poisson qui, selon eux, dégrade leur environnement et leur cadre de vie. Ils exigent sa délocalisation. Et puis tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Elle nous plonge ce soir dans les coulisses de l'atelier de Matarnian, bijoutier au marché Tilène, qui, dans un tout petit espace, fabrique, répare et personnalise des bijoux. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Je vous le disais tout de suite, réintégration ou non d'Ousmane Sonko. Le juge du tribunal d'instance de Dakar va rendre sa décision le 14 décembre 2023. Le tribunal d'instance hors classe de Dakar a examiné ce mardi en audience spéciale la requête aux fins d'annulation d'une mesure de radiation des listes électorales de Ousmane Sonko. L'affaire a été mise en délibéré. Suite et pas fin de l'affaire dite des diamants québécois. Anvers, l'une des personnalités citées dans cette affaire, rejette les accusations de Maître Moussa Diop et annonce avoir déposé une plainte. Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Industrie, était en tournée à Saint-Louis. Le voici au micro de nos correspondants. Oui, j'avoue que moi, puisque j'ai d'autres préoccupations, vous savez, quand on veut être président du Sénégal, je pense que les préoccupations, c'est aller dire, demander d'abord les préoccupations des Sénégalais, voir quelles solutions proposer, mais ne pas perdre du temps, en tout cas sur ce genre de débat, à mon avis, qui vraiment ne nous apporte rien du tout. Mais bon, puisque c'est un problème qui est posé et qui nous concerne, je pense que la cellule de communication a effectivement amené un démenti en faisant un communiqué. Mais moi-même, en tant que personne concernée, j'ai porté plainte. Et je laisse maintenant la justice faire son affaire pour que tout ceci soit éclairé. C'est ça qui est important. Ce n'est pas un débat de personnes parce que je considère que ceci ne nous fait pas avancer. Célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le président Macky Sall a pris part à une table ronde abordant le thème l'avenir des droits humains, de la paix et de la sécurité. Dans son discours, il a fait savoir que le Sénégal réaffirme son engagement en faveur du progrès social, de meilleures conditions de vie et renouvelle ses engagements internationaux en matière de droits humains. Voici un extrait de ce discours. Sous le thème de cette table ronde qui porte sur l'avenir des droits humains, de la paix et de la sécurité, nous réaffirmons notre engagement commun à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans la paix, la sécurité et la primauté du droit. Nous y réussirons si nous convergeons vers des valeurs partagées, pas imposées. C'est ce que le président Léopold Sédar Senghor, un de mes illustres prédécesseurs, appelait enracinement et ouverture au rendez-vous du donner et du recevoir, prélude à la civilisation de l'universel, symbiose de toutes les cultures et de toutes les civilisations. Le Sénégal estime qu'entre peuples libres, dont l'histoire et les réalités socio-culturelles sont diverses, une seule ère civilisationnelle
ne peut définir la manière dont tout le monde doit se comporter en droit et en devoir. Absolument. Le consensus reste la règle d'or de la diversité, d'où l'importance des principes de non-sélectivité, d'impartialité et d'objectivité qui doivent gouverner les mécanismes d'évaluation du respect des droits humains. Et justement, à l'occasion de cet anniversaire, des acteurs de la société civile, défenseurs des droits humains, ont évalué la situation des droits humains au Sénégal. Ils sont également revenus sur les avancées et les défis à relever pour que les droits de chaque citoyen soient respectés. Papa Bokamba. Civicus Monitor, un outil fournissant des données sur la société et les libertés civiques, a révélé que le Sénégal a connu l'un des plus grands reculs en matière de liberté civique de 2023 au monde. Dans un contexte politique tendu, la liberté de manifester inscrite dans la constitution sénégalaise est contestée. D'après Pape Sène, président du Comité sénégalais des droits de l'homme, cela est dû à un problème de limite instauré à la dite. Il n'y a jamais de liberté absolue. Et ça, je pense que toutes les déclarations, tous les instruments juridiques le disent. Et c'est dans cette optique, effectivement, qu'il y a eu très souvent des contestations entre la limite qu'il faut instaurer pour ce qui concerne la liberté de manifester. Et moi, ce que je peux retenir pour donc un peu dire que aujourd'hui, au niveau du Sénégal, en tout cas, tous les mécanismes sont mis en place pour permettre aux citoyens sénégalais de pouvoir jouir effectivement de ces droits. C'est que le citoyen bénéficie de ce droit constitutionnel, mais à côté de ce droit constitutionnel, il y a un régulateur qui est là. Une loi portant modification du Comité sénégalais des droits de l'homme est adoptée en Conseil des ministres. Selon Adam Ndiaye, représentant du ministre de la Justice, elle va permettre au Sénégal de retrouver le statut A, donnant la possibilité au Comité sénégalais des droits de l'homme d'exprimer ses doléances en matière de droits humains à la tribune des Nations Unies. Il en est récemment de l'adoption en Conseil des ministres de la loi portant modification donc, du Conseil du Comité sénégalais des droits de l'homme qui permettra assurément à notre institution nationale des droits de l'homme de retrouver son statut A, ce qui va nous permettre de retrouver notre place, la place qui est la nôtre au sein de la communauté des droits de l'homme. Depuis 5 ans, le Sénégal prend des mesures législatives et réglementaires visant à promouvoir et à protéger les droits humains. Il en est également de la loi portant sur le bracelet électronique pour désengorger les prisons et lutter contre la surpopulation carcérale. Il en est également de la loi de 2022 portant statut des réfugiés et des apatrides. Il en est ainsi de la loi criminalisant le viol pour lutter contre les violences basées sur le genre. Le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est l'occasion pour les acteurs de faire beaucoup de promesses pour promouvoir et protéger davantage les droits humains. Les citoyens, eux, attendent une meilleure prise en charge de leurs droits. Soit annoncé dans les titres, à Kayar, les populations ne veulent plus de l'usine de production de farine de poisson. Ils se sont regroupés au sein d'un collectif, le collectif Ande Tahaou Kayar, et interpelle les autorités sur la dégradation de leur environnement et de leur cadre de vie par l'émission d'odeurs insupportables et le déversement d'eaux usées au niveau du lac. Ces populations exigent la fermeture ou la délocalisation de l'usine. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall pour les détails. Le juge des référés avait débouté le collectif Ande Tahaou Kayar au tribunal de grande instance de Thiès il y a près de 5 mois. Mais Kayar, Mbawan, Ker Abdoundoy et Djamegen n'abdiquent toujours pas. Le disant que Kayar ne peut plus cohabiter avec ce monstre tueur qui est cette usine de farine de poisson. Nous en demandons aux autorités de fermer cette usine ou de la délocaliser. Hamadou Dem est l'imam de Mbawan. Il a rejoint le collectif Ande Tahaou Kayar. L'asthmatique déballe un sachet de couleur bleue qui contenait des ventolines, des pompes qui servent à soulager des crises d'asthme. Il raconte son calvaire. Vous pouvez constater cet exemple dans plusieurs familles ici. Beaucoup de personnes âgées souffrent de crises d'asthme ici à Kayar. Cet adjoint au maire de Kayar parle de détournement d'objectifs des responsables de Touba Protéines Marines. Je faisais partie des personnes qui défendaient l'usine de production de farine
de poissons parce qu'on nous avait présenté une étude d'impact environnemental. Les notables lébous aussi ne sont pas en reste. Mamadou Dioptoun, environnementaliste. J'interpelle l'ensemble de la société civile écologique. J'interpelle également ceux-là qui ont commandité cette étude d'impact environnemental. Mormeng constate un véritable problème de santé publique à Kayar depuis l'installation de cette usine de production de farine de poisson. Et la réaction des responsables de l'usine n'a pas tardé. D'après eux, l'usine fonctionne en toute légalité et ses activités ne pourraient être arrêtées. Voici leur chargé de com au micro de notre correspondant. Parce qu'en fait, un collectif dénommé Tahaou Kayar s'est réuni aujourd'hui pour dénigrer l'activité de Barna Sénégal. Mais moi, étant Kayarois, moi, je vois pas, j'ai pas la même vision qu'eux. Parce que, en fait, j'habite pas loin de l'usine. Et la dégradation dont il parle et la pollution dont il parle sur la finalité de cette pollution dont il parle sur les populations de Kayar, occasionnant des maladies, moi, je n'en vois pas. Et j'aimerais bien que vous promenez au poste de santé pour demander à l'infirmier chef de poste si les gens sont malades à cause de Barna Sénégal ou pas. Aussi, concernant la décharge publique, une usine s'est installée légalement, ayant toutes les autorisations nécessaires pour exercer son activité. Donc, si on doit déverser les produits restants, par exemple, c'est de l'eau, avec l'eau mélangée avec des résidus de poisson, pas de l'eau sentant du poisson. Donc, on le déverse sur la décharge publique. Comme le font... Non, en fait, ce n'est pas carrément le lac. Le lac n'est pas permanent. Le lac, c'est un moment. Le lac, c'est en période de saison des pluies que le lac est rempli. Mais après, c'est pas le lac. Bon, le lac se tarit quand on dépasse quelques mois de la saison des pluies. Et ce lieu-là, c'est le lieu indiqué, c'est le lieu autorisé par les autorités municipales à tous ceux qui déversent par exemple, les fosses septiques, les camions de fosses septiques et autres. C'est ce même lieu qui est indiqué pour déverser leur... Et à Mbour, les populations de 9 villages de Moulurten, Koulouk, c'est dans la commune de Ndiaganyao, n'en peuvent plus de leur situation. Ces villages ne disposent presque d'aucune infrastructure sanitaire de base. Les habitants de ces villages ont élevé la voix pour dénoncer le manque de considération des autorités à leur égard. Les détails avec Muntaga Khan et Mamadouba. Nous avons sué sang et eau avant d'arriver à cette partie des bas-fonds de Ndiaganyao qui reste inaccessible faute de route. À Moulurten Koulouk, c'est la table rase des services sociaux de base. C'est ce qui a fini de provoquer l'ire de ces populations qui se disent laissées pour compte. L'accès à l'eau potable pour tous les villages de Moulurten Koulouk. La réhabilitation de la piste Sandiara Khombal en une route bitumée. L'accès à de nouvelles infrastructures sanitaires. L'accès à l'électricité. La mise en place de pistes pour relier les villages. L'accès à la formation et l'emploi des jeunes. Les impacts de ce manque sont souvent funestes. Par rapport à l'accès à des infrastructures sanitaires, moi-même je vous donne un exemple. Un de mes cousins a perdu sa femme. La femme en question a eu son bébé sur une charrette. Et avant l'arrivée à l'hôpital, elle a rendu l'âme. Ça, c'est l'année dernière. Les femmes qui font tout avec la force de leurs frêles bras souffrent le martyre. On n'a pas de moulin à mille, pas de courant, pas d'eau, ni rien du tout. On n'a même pas de case de santé. Les femmes en état à terme devront parcourir 2 km. Elles accouchent souvent en cours de route. Parmi elles, il y en a qui sont âgées de 60 ans et qui travaillent de façon rudimentaire. Elles préparent l'humide durant tout le processus à la main avec le pilon. Nous puisons de l'eau dans ce puits que vous voyez qui dessert près de 32 concessions. Les manifestants accusent le maire de Ndiaganyao d'être indifférente à leurs préoccupations. Le maire il passe totalement inaperçu par rapport à nos revendications.
Depuis son élection, elle n'a pas posé les pieds ici. Donc, elle nous a complètement oubliés. Nous ne comptons plus sur elle. Les populations de Mboulourtène-Koulouk, qui soutiennent que la zone des bas-fonds est discriminée vis-à-vis de celle du centre et de Sandok, réclament plus d'équité. Pendant ce temps, à Kolda, beaucoup de ménages subissent encore les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, la fermeture des frontières et des marchés hebdomadaires pendant la période de la Covid n'a pas été sans conséquences pour ces habitants dont les activités tournent essentiellement autour de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Beaucoup d'éleveurs, par exemple, ont été obligés de vendre leur cheptel pour pouvoir arriver à subir, à gérer ces conséquences et pour les aider à reconstituer leur cheptel, un projet a été mis en place, le projet Tiers Sud. Les détails avec notre correspondant à Kolda, Seydou Diatta. Les premiers sujets ont été remis aux bénéficiaires lors de la cérémonie de lancement de ce projet à Konkandé. À travers cette initiative, le projet Tiers Sud Bédaré espère améliorer les capacités de résilience pour tirer les ménages vulnérables du marasme économique qui prévaut dans la zone. Après le Covid, après la guerre en Ukraine, beaucoup de couches vulnérables, beaucoup de ménages ont fortement été touchés et impactés. Et nous pensons qu'à travers ces activités, le renforcement des actifs productifs, cela permettra quand même aux ménages de pouvoir non seulement souffler, mais aussi de pouvoir reconstituer tout le cheptel. Ils ont dû vendre durant cette période de crise pour pouvoir subvenir quand même à leurs besoins. Dans une localité où la pauvreté refuse de perdre du terrain malgré les différentes initiatives, le besoin reste élevé par rapport à l'offre. Le meilleur baromètre pour justifier le critère de sélection et éviter d'éventuelles frustrations reste alors le RNU, Registre national unique. Les couches vulnérables ont été très bien sélectionnées en toute objectivité, en collaboration avec les comités de ciblage au niveau village et communautaire, et le seul document de référence reste le RNU. 250 bénéficiaires ont été sélectionnés par des comités de ciblage au niveau village, à l'échelle communautaire et validés, je pense bien, par l'autorité administrative. Pour dire à qui veut l'entendre qu'il y a transparence, qu'il y a clarté, qu'il y a aussi équité. Une mission de suivi et d'évaluation est prévue dans 6 mois au niveau des 12 collectivités locales ciblées par le programme. Les élus locaux invitent les bénéficiaires à s'abstenir de tout détournement d'objectifs pour mériter la confiance des partenaires. Je m'engage ici à dire que je mettrai une équipe au niveau de la mairie de Pakour pour un suivi de ces moutons-là. J'accepte qu'on me dit que le mouton est mort et qu'on me montre son cadavre. Mais que j'accepterai jamais qu'on me dit que le mouton a été vendu. Parce que ces moutons-là ne sont pas destinés à vendre. Ces moutons-là ne sont pas destinés à manger tout de suite. Ces moutons sont destinés à développer nos ménages. Au total, 2000 ménages vont bénéficier de ce programme de renforcement de la résilience à travers cette opération de placement d'actifs productifs dans le département de Vélingara. L'exposition internationale de Doha se poursuit. L'Agence nationale de l'aménagement du territoire participe à l'événement et selon le directeur général de l'ANAT, le Sénégal compte s'appuyer sur sa position géographique assez exceptionnelle et sur ses ressources naturelles pour assurer son industrialisation. Mamadou Djigo estime également que l'exploitation des ressources naturelles dont nous disposons pourrait être une réponse efficace à la migration irrégulière. Je vous propose de l'écouter. Nous aspirons à une industrialisation rapide de nos territoires, c'est-à-dire des communes, des départements et les grands ensembles. Et qui dit industrialisation rapide parle forcément de matières premières. Comme le Sénégal est un pays qui a énormément de matières premières, je l'ai cité tantôt, par rapport aux ressources, que ce soit des ressources minières, que ce soit des ressources végétales ou autres types de ressources. C'est la raison pour laquelle hier nous avons bel et bien expliqué, montré ce qu'on a fait par rapport à la cartographie de toutes ces ressources, par rapport à leur quantification et à leur qualification. Et maintenant, aujourd'hui, voilà les choix qui s'offrent à nous pour une valorisation moderne, je dis bien moderne, pour une valorisation industrielle, pour
de façon générale, développer le pays le plus rapidement possible. C'est le seul moyen d'arrêter cette émigration vers d'autres pays. Moi, je n'aime pas trop qu'on parle d'émigration irrégulière ou émigration clandestine. Mais moi, j'ai envie que cette jeunesse brave que nous avons reste au pays, qu'on la mobilise autour des innombrables ressources que nous avons pour développer ce pays. Parce que le Sénégal, c'est vrai, nous attirons de l'investissement étranger. Nous voulons que ceux qui investissent un peu partout dans les autres pays viennent investir chez nous. Mais le développement de notre pays se fera avec nous et avec notre jeunesse. À la rencontre d'un bijoutier qui a réussi à s'imposer au marché Tilène, Matarnian. Il est jeune et il est talentueux. Aïssatou Kane et Séléman Diallo nous plongent ce soir dans les coulisses de son atelier dans lequel il fabrique, répare et personnalise des bijoux. Ces bijoux exposés par ce jeune homme sont le fruit d'un travail acharné. C'est au cœur de l'effervescence du marché entre les échoppes de viande et de poulet que se dessine un atelier à l'atmosphère singulière. Son atelier exigu, à peine 2 mètres carrés, devient le théâtre de prouesse où en quelques minutes il façonne, répare, grave et personnalise des bijoux avec une précision saisissante. Je répare et crée des bijoux sur mesure immédiatement à l'arrivée d'un client et je prends des commandes personnalisées de tout type de bijoux. Abandonnant les bancs de l'école, le très jeune Matar plonge dans le monde exigeant de la bijouterie, nourrissant une passion dévorante. Ayant étudié jusqu'en classe de 3e, j'ai préféré quitter l'école en 2010 pour suivre ma passion dans la bijouterie. Aujourd'hui, je m'y consacre pleinement. C'est ma passion. Sans soutien financier ni aide familiale, il brave l'incertitude avec seulement 200 francs en poche. Aujourd'hui, il peut se vanter de posséder son propre atelier. J'ai débuté avec seulement 200 francs, remis par ma mère. Sans aide extérieure ni financement, j'ai travaillé avec détermination. Aujourd'hui, je possède mon propre atelier. Je subviens à mes besoins et à ceux de ma famille. Chaque jour, Matar jongle avec le danger maniant habilement chalumeau et pots d'acide dans un balai précis et maîtrisé. Je travaille avec des équipements potentiellement dangereux tels que gaz, chalumeau et acide dans cet espace confiné. Normalement, on a des masques de sol gants. Voilà, mais document. La difficulté majeure réside dans la gestion de l'or exploité et vendu à des étrangers pour être revendu à un prix bien plus élevé. L'accès à l'or, bien que notre pays l'exploite, reste un défi. Nous sommes contraints d'acheter l'or à l'extérieur à des prix élevés. Même s'il est exploité localement,
Les revendeurs achètent à 37 000 francs CFA en gros. Une situation anormale non soutenue par des aides ou associations. Malgré les défis, Matar Niang demeure convaincu que réussir au Sénégal est une réalité à portée de main. Ici, chaque pièce étincelante raconte une histoire de détermination et de succès, un témoignage vivant que la réussite, même dans les espaces les plus modestes, est possible au Sénégal. Aïssatou Kane, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur media.sn. Retrouvez tout de suite la suite de votre rendez-vous retour sur l'actualité avec Baba Ndiaye.